Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation et ravie aussi de rencontrer l'Assemblée populaire du Rhône, dont je suis les travaux avec intérêt depuis sa création. Merci aussi à Marin, Laure, Frédéric, avec qui nous avons des échanges quand même réguliers depuis plusieurs années. On m'a invité à parler aujourd'hui de démocratie directe dans le monde et donc à proposer un panorama international de la démocratie directe, vaste programme que je vais essayer de vous proposer donc en une petite trentaine de minutes. D'abord, donc, qui suis-je? En 2 mots, Agnès Sinaï, cofondatrice d'un réseau de réflexion, sur les questions, de politique de l'anthropocène, les risques d'effondrement, la décroissance et le biorégionalisme. Ce réseau a été fondé en 2011, et rassemble, une cinquantaine de contributeurs, contributrices. C'est une association, à but non lucratif, pour promouvoir des visions du futur alternatives à la grande accélération de l'anthropocène qui nous emporte vers des futurs inconnus. Et parmi ces alternatives, nous avons identifié le biorégionalisme comme une piste possible de réparation euh, du vivant, de transformation aussi des établissements humains en sociétés plus conviviales, et aussi à travers la démocratie directe. Donc, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. J'y reviendrai dans quelques minutes, donc, sur le biorégionalisme. Pour retourner aux fondamentaux, qu'est-ce que la démocratie directe? C'est la démocratie des origines, hein, puisque selon le philosophe Cornelius Castoriadis, qui est un des philosophes récents qui a le plus exploré ces questions de démocratie directe et d'autonomie, la démocratie directe, dit-il, ce sont les hommes assemblés se donnant à eux-mêmes leurs propres lois dans une aspiration à l'autonomie, à l'émancipation. Euh, et il se trouve que le modèle historique et originel de la démocratie directe, c'est la police, la cité grecque qui en est le berceau. Cette cité grecque qui a fondé une forme très, très élaborée de démocratie directe, a donc inventé cette forme géniale dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut évidemment lui opposer le fait que les esclaves et les femmes en étaient exclus. Et on peut aussi s'interroger sur la bonne échelle d'une forme de démocratie directe. En l'occurrence, on voit ici qu'il s'agit de la cité grecque, et que cette démocratie-là, cette assemblée-là, rassemble entre 30 000 et 60 000 citoyens qui sont ensuite représentés par diverses institutions. Et donc une échelle finalement relativement petite pour pratiquer une forme directe de démocratie, qui va nous amener à interroger la grande échelle étatique qui finalement dilue les tentatives de démocratie directe en une forme de démocratie représentative, hein. Et ce qu'on peut dire de la démocratie directe, plus dans le contexte plus moderne, c'est qu'elle s'érige comme critique de la démocratie représentative. Je reprends une citation de Cornelius Castoriadis: la représentation est un principe étranger à la démocratie. Dès qu'il y a des représentants permanents, l'autorité et l'initiative politique sont enlevées au corps des citoyens pour être remises au corps restreint des représentants, qui en usent de manière à consolider leur position et à créer des conditions susceptibles d'infléchir de bien des façons les prochaines élections.
Donc c'est aussi ce qu'on ressent actuellement, hein, mais avant d'en arriver à l'époque contemporaine, je voulais aussi parler des fameuses, journées, de la Commune en 1971, cette Commune météorique qui aura duré 73 jours et qui est peut-être la première occurrence vraiment élaborée, d'une forme de démocratie directe dotée, d'institutions communalistes précoces, et aussi d'un ensemble de mesures sociales, et d'un comité, d'un ensemble de comités des communes de Paris, hein, d'une sorte de confédération, des communes d'arrondissement qui, à la fois, élaborent un programme, une déclaration, en rupture, profonde, avec le parlementarisme bourgeois qui s'est déroulé au 19e siècle, entre les séquences impériales en France. Et donc, il s'agit, d'une sorte de rupture, historique, d'utopie qui aura duré 73 jours et quelques, et qui brosse, les bases, d'un communalisme. Et puis, aussi, on peut essayer de retenir un certain nombre de critères pour définir la démocratie directe, hein, la rotation des élus et leur révocabilité, un pouvoir politique en commun, une refondation des institutions municipales à travers, une coalition de communes propice à défaire la suprématie de l'État-nation, donc critique de l'État, une démocratie lente et permanente qui ne se limite pas au seul temps de l'élection. L'élu devient l'animateur du processus décisionnel et suscite le pouvoir d'agir des citoyens plutôt que de l'instrumentaliser, leur vote. Donc, promeut une citoyenneté active. Et la démocratie directe, c'est aussi la construction de la décision publique par les citoyens et les habitants. Quelques exemples, donc, au-delà, des définitions et des bases historiques, quelques exemples contemporains, de lieux du monde où la démocratie directe tente, de s'exercer. Donc le Rojava, par exemple, qui est, un ensemble de provinces, au nord-est de la Syrie, qui est en lutte, à la fois contre l'État syrien et contre, les incursions de la Turquie qui, comme vous le savez, cherche à écraser, l'insurrection kurde. Donc le Rojava, c'est un exemple d'État, de non-État, hein, d'institution non étatique, démocratique. C'est un véritable lieu de démocratie, qui hérite des liens intellectuels et amicaux qu'ont nouèrent, Murray Bookchin et Abdullah Öcalan du Parti des travailleurs du Kurdistan. Murray Bookchin, un grand théoricien aussi, du communalisme, libertaire, qui est devenu le municipalisme libertaire, sous sa plume, qui a inspiré des initiatives aux États-Unis, dans le Vermont, par exemple, donc, et aussi en l'occurrence au Rojava, grâce à cette rencontre avec le leader, des rebelles kurdes, la fondation, de ces cantons du Rojava, qui par ailleurs s'illustre par une parité totale entre les hommes et les femmes dans la sphère décisionnelle, ainsi qu'une présence féminine forte au sein de la protection militaire. Donc ça, c'est une occurrence, un exemple fort, de démocratie directe contemporaine, mais constamment menacée, par la guerre avec, la Syrie et la Turquie, qui sont deux voisins, plus qu'encombrants. Un tout autre, d'une démocratie des bassins versants, en l'occurrence, c'est le biorégionalisme qui est né en Californie, et en particulier en Californie du Nord dans les années 1970, autour de la figure de Peter Berg, notamment, mais aussi autour d'autres personnages comme, Gary Snyder, un poète, un essayiste, un ancien moine tibétain, ou plutôt un moine zen qui a vécu au Japon avant de revenir s'installer dans le Colorado
et de consacrer aussi sa vie au biorégionalisme. Euh, et là, un extrait de ce très beau texte, Le sens des lieux, sur le fait que la sensibilité biorégionale, elle s'organise autour des bassins versants, autour de l'idée de réhabiliter la vie dans les bassins versants et aussi de promouvoir une conscience en forme de bassins versants, de s'incarner dans, par exemple, le parcours d'un saumon sauvage, de changer de point de vue sur ce qui nous entoure pour devenir nous-mêmes cohabitants des milieux que nous occupons. Et dans cette perspective-là, il y a nécessairement refondation de la démocratie à travers des entités beaucoup plus locales sur lesquelles les habitants et les réhabitants, puisque le concept central du biorégionalisme, c'est l'habitation, le fait de réhabiter un lieu de manière active et consciente, c'est le cœur du mouvement biorégionaliste. Un mouvement assez connexe, hein, à la fois au Rojava et au biorégionalisme, c'est ce qui se passe actuellement dans les provinces autonomes du Chiapas au Mexique. Vous avez bien sûr entendu parler du sous-commandant Marcos et de l'armée de libération zapatiste du Chiapas. Vous pouvez là voir une carte des municipalités autonomes et des nouveaux caracoles. Alors les caracoles sont des escargots et ce sont parmi les institutions municipalistes locales constituées depuis 2003 au sein des 42 municipalités autonomes rebelles zapatistes. Et au sein de ces municipalités rebelles autonomes se déploient des programmes d'éducation, de santé, de justice, de projets coopératifs et communalistes aussi, hein, où les habitants sont complètement impliqués. Donc c'est une véritable créativité politique qui se déploie au Chiapas et qui résiste aussi à l'oligarchie du gouvernement mexicain et aux options capitalistes prises par le gouvernement mexicain dans un contexte d'influence des États-Unis et du libre-échange, bien entendu. Donc, c'est une zone de résistance et de création politique avec cette idée aussi de comité de bon gouvernement inspiré d'une fresque connue du XVe siècle de Lorenzetti en Toscane. Je ne vais pas développer ce point pour ne pas être trop longue. Je reste dans le sujet, donc, qui est le sujet panoramique. On peut citer parmi les exemples de démocratie directe ce qui relève des peuples autochtones, hein, puisqu'il y a une dimension aussi forte depuis les origines, hein, dans ce qu'on appelle les tribus, hein, l'échelle tribale est caractérisée aussi par des formes politiques tout à fait originelles et sécessionnistes, c'est-à-dire qui se détachent de l'État central des pays dont ces entités autonomes relèvent. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une zone autonome, un territoire dit territoire intégral de la nation Wampi en Amazonie péruvienne. Et il y en a d'autres comme ça qu'on peut citer en Amérique du Sud. Également, on peut parler aussi de la commune de Oaxaca au Mexique, qui s'est mise en rébellion, qui a voulu aussi créer ses propres institutions communales. En Europe, il y a aussi une vitalité du mouvement municipaliste qui a pu se vérifier avec l'élection d'une liste citoyenne en 2015, par exemple, à Barcelone, autour de la liste Barcelone en commun. En France, a été lancé récemment un réseau qui s'appelle Fréquence Commune pour accompagner les municipalités qui veulent renforcer la participation citoyenne et se doter d'assemblées populaires locales. En Espagne encore, d'autres exemples de municipalités qui se sont mobilisées pour
mettre en œuvre des listes citoyennes municipales. Vous connaissez aussi dans la Drôme l'exemple de Saillant. Et puis cette plateforme donc qui s'appelle le réseau municipaliste européen, qui aide aussi à la fois les citoyens, les collectivités à améliorer donc cette dimension participative. Un exemple aussi original en France, en Gironde, qui est évoqué dans un livre intitulé Une ville à habiter, espace et politique à Saint-Macaire en Gironde, aux éditions Hétérotopia. Cette cité médiévale de Saint-Macaire, qui était en ruine au bord de la Garonne, a été reconstruite par les habitants, restaurée de manière autogérée, et non pas en tant qu'un patrimoine muséal, mais vraiment pour faire vivre la ville, hein, par exemple un palais qui héberge des logements sociaux, un monument historique qui est transformé en médiathèque ouvert à tous, un dispensaire, une manière donc de réhabiliter un magnifique patrimoine de manière totalement municipaliste, et qui a donné lieu à une administration municipale originale dans cette collectivité, donc à Saint-Macaire, qui a duré jusqu'aux dernières élections. Donc, il a quand même duré une bonne vingtaine d'années. On peut aussi s'interroger et se pencher sur la notion de démocratie des lieux, qui est mise en avant par un autre biorégionaliste dont les travaux se déploient en Italie, Alberto Maniaghi. Et Alberto Maniaghi, qui s'inspire du biorégionalisme californien dont je parlais tout à l'heure, et qui met en avant l'importance de se relier aux lieux, et dans les lieux, dans les localités, en Italie par exemple, dans les villages en déshérence, des zones collinaires, il se passe aussi des formes de reconquête des lieux de vie dans ces villages abandonnés. Ou bien ici, les contrats de fleuve mobilisent aussi l'implication des habitants en Italie. C'est ce qu'Alberto Maniaghi appelle une démocratie des lieux. On la voit beaucoup en France avec les soulèvements de la terre. Et puis Mathilde vient de nous en parler à travers la défense de lieux d'attachement dans un bois dans le canton de Vaud, une ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Tout cela fait partie de cette mobilisation qui peut se résumer autour de ce concept de démocratie des lieux. Et même dans des pays autoritaires comme la Turquie, vous aurez peut-être le souvenir de cette mobilisation au parc Taksim à Istanbul, qui était finalement au départ déclenchée par l'attachement à ce parc, à ces arbres qui devaient être rasés d'autorité par l'État, par la municipalité aussi d'Istanbul. Donc, les attachements au lieu peuvent aussi, bien sûr, déclencher une forme de démocratie directe. Vous êtes bien placé pour le savoir en tant que panéliste de l'Assemblée populaire du Rhône. La question des communs aussi est une porte d'entrée vers la démocratie directe. On peut citer maints exemples. Marin m'a suggéré celui des Agdal au Maroc. Les Agdal sont des pratiques de gestion communautaire pour protéger des ressources spécifiques dans un territoire bien identifié et délimité, en l'occurrence dans le Haut-Atlas marocain. Et l'Agdal, c'est aussi une manière de réguler des périodes d'ouverture et de fermeture du territoire en fonction du cycle biologique des plantes. C'est un espace réservé et approprié par un groupe social. 10 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est de la dentelle, n'est-ce pas, de gestion des communs dans des lieux particuliers. On en trouve aussi en Andalousie, en Italie du Nord. Ce sont des pratiques de protection des communs qui ont pu être aussi codifiées par l'économiste américaine Elinor Ostrom. Mais je ne vais pas faire dans les envolées conceptuelles. Je préfère rester ici et m'acheminer vers une conclusion avant même la fin de mes 10 minutes, hein. Avec aussi ce qui se passe autour des soulèvements de la terre, hein, qui se définissent comme
des expériences de communisation de la subsistance et la multiplication des actions socialisatrices directes, en particulier autour des enjeux de l'alimentation, dans l'idée de construire une autonomie politique populaire forte. Il n'y a pas de mouvement de reprise des terres sans lutte pour la réappropriation de la subsistance commune, sans lutte pour un droit universel à une alimentation choisie, etc. Et là, il y a vraiment un lien entre ZAD, soulèvement de la terre, subsistance, autonomie alimentaire, euh, autonomisation, d'une nouvelle souveraineté sur des biens communs qui sont appropriés par des appropriateurs illégitimes et qui sont capturés au profit d'intérêts protégés par l'État central. Et donc, il y a toute une concaténation entre démocratie directe, mobilisation autour d'infrastructures, rareté d'une ressource, redéfinition de modalités de gestion des communs, institutions redécoupées à des échelles locales. Donc, il y a tout un enchevêtrement en fait de phénomènes actuellement qui se jouent autour à la fois d'une démocratie des lieux et d'une démocratie directe, qui sont, à mon avis, en réémergence, qui constituent finalement des nouvelles communes, des communes terrestres, euh, dont on peut craindre à la fois la fragilité parce que confrontée à une violence d'État, et en même temps dont on saisit aussi la détermination, puisqu'il y a des expériences qui durent quand même, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les soulèvements de la terre qui se défend et qui est impossible à dissoudre, avec l'interrogation sur la bonne échelle finalement de cette démocratie directe. L'échelle de l'État me semble compatible avec ces formes démocratiques, donc elle tourne autour plutôt des communes, voire des quartiers, mais aussi autour de portions terrestres comme des bassines ou des zones de bocage. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion féconde à développer sur cette démocratie directe qui est en train de se redéfinir par tous ces mouvements et qui est prometteuse face à un État et un parlementarisme représentatif qui sont finalement totalement décalés par la réalité de la destruction anthropocénique de notre planète. Voilà, je vais m'arrêter là.